En septembre 1940, alors que l'Europe est plongée dans l'obscurité de la guerre, 4 adolescents français explorent les collines boisées près de leur village en Dordogne. Ils ne cherchent rien de spécial, juste une aventure. L'un d'eux, Marcel Ravida, est accompagné de son chien, Robot. Selon la légende, le chien s'est mis à poursuivre un lapin et a disparu dans un trou qui avait été révélé quelques jours plus tôt par la chute d'un vieil arbre. Inquiets pour le chien, les garçons se sont approchés. Ce n'était pas un simple terrier. C'était l'entrée d'une grotte. Quelques jours plus tard, armés d'une simple lampe à huile fabriquée à la main, ils décident de revenir et d'explorer. L'un après l'autre, ils se glissent dans l'ouverture étroite et descendent dans l'obscurité totale. Le sol est glissant, l'air est froid, lourd et sans la terre et le temps. Ils avancent, leurs petites flammes projetant des ombres dansantes sur les murs. Ils s'attendaient à trouver une caverne vide, peut-être des cristaux. Mais ce qu'ils ont vu, à la lueur de leurs lampes, a dépassé leur imagination la plus folle. Les murs et le plafond au-dessus d'eux étaient vivants. Ils étaient couverts de centaines de peintures d'animaux, des taureaux immenses, plus grands que nature, semblaient chargés dans l'obscurité. Des chevaux magnifiques, peints en rouge et en jaune, galopaient en troupeau. Des cerfs aux bois immenses les regardaient avec des yeux anciens. Les couleurs étaient si vives, le mouvement si réaliste, qu'ils avaient l'impression que les animaux respiraient encore. Les garçons étaient stupéfaits, saisis par un sentiment de magie et de peur. Ils avaient quand même compris, en un instant, qu'ils n'étaient pas les premiers. Ils venaient de tomber par hasard sur un trésor caché, un sanctuaire secret oublié depuis des millénaires. Ils avaient découvert la grotte de Lascaux. Si vous utilisez ces histoires pour vous endormir, c'est fait pour ça. Les récits de notre famille humaine sont les plus puissants de tous. Alors, abonnez-vous peut-être, et dites-moi d'où vous regardez. Je lis les commentaires, et c'est un rappel de la tribu mondiale que nous sommes devenus. Maintenant, avant de nous aventurer plus profondément dans ces grottes sacrées, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Vous ne voulez pas manquer le début de l'imagination humaine. La découverte de Lascaux a secoué le monde. Les experts sont arrivés, et leurs conclusions étaient incroyables. Ces peintures n'avaient à ce pas quelques centaines d'années. Elles avaient été peintes par nos ancêtres de l'âge de glace, il y a plus de 17 000 ans. C'était la chapelle Sixtine de la préhistoire, la preuve que les hommes des cavernes, que l'on imaginait comme des brutes stupides, étaient en fait des artistes d'un talent et d'une sensibilité extraordinaires. Mais cette découverte a ouvert un mystère encore plus profond. Pourquoi ces gens, qui menaient une vie si dure et si dangereuse, ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils dépensé une énergie précieuse et des ressources rares pour créer de l'art? Et pourquoi l'ont-ils fait dans les endroits les plus sombres, les plus profonds et les plus dangereux de la Terre, à des kilomètres de la lumière du jour? Ce n'était pas de la décoration, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de vital. Pour trouver la réponse à ce « pourquoi », nous devons d'abord comprendre le « qui ». Nous devons quitter le confort de notre monde moderne et voyager dans le temps, il y a 30 000 ans, au cœur de l'âge de glace, pour rencontrer les gens qui ont ressenti pour la première fois le besoin de laisser une marque sur le monde. Imaginez un monde de glace. Le paysage que nous connaissons sous le nom de France n'est pas un pays de collines verdoyantes et de vignobles. C'est une toundra gelée, une plaine immense et balayée par le vent, qui ressemble au nord de la Sibérie aujourd'hui. D'immenses glaciers recouvrent une grande partie de l'Europe, et le climat est brutal. La survie est une bataille de tous les instants. C'est dans ce monde que vit Elara. Elle fait partie d'un petit clan d'une vingtaine de personnes. Ce sont des Homo sapiens, des humains anatomiquement identiques à nous. Leur vie est définie par 2 choses, le froid et la faim. Toute leur existence tourne autour de la chasse. Ils suivent les migrations massives des grands troupeaux de rennes, de chevaux sauvages et de bisons des steppes. Ces animaux sont leur source de vie. Ils fournissent la viande pour la nourriture, les peaux pour les vêtements et les abris, les os pour les outils et les aiguilles, et la graisse pour le combustible de leurs lampes.
La vie d'Elara est difficile. Elle se réveille chaque matin dans le petit abri sous roche, où vit son clan. Ce n'est pas la grotte profonde. Personne ne vit dans la grotte profonde. Leur maison est un simple surplomb de falaise, ouvert sur les éléments, protégé du vent par un mur de peaux d'animaux. L'air est glacial. Sa première pensée est pour le feu, le cœur de leur survie. Le feu doit être entretenu jour et nuit. S'il s'éteint, il meurt. Elara est jeune, mais elle est différente. Elle est une bonne chasseuse et une bonne cueilleuse, comme toutes les femmes de son clan. Mais elle voit le monde d'une manière différente. Elle remarque des choses que les autres ignorent. Elle remarque la façon dont l'ombre d'un nuage donne vie à la colline. Elle voit la courbe parfaite dans le cou d'un cheval qui boit. Elle voit des formes dans le feu vacillant. Son esprit est rempli d'images. Mais le monde d'Elara n'est pas un monde d'images. C'est un monde de survie pratique. Aujourd'hui, les chasseurs partent pour une longue traque. Le clan a besoin de viande. Elara reste avec les autres femmes et les enfants pour réparer les pots et chercher du combustible. La peur est une constante dans leur vie. La peur des prédateurs, les lions des cavernes et les hyènes géantes qui rôdent dans la toundra. La peur de la faim. Et puis, il y a une autre sorte de peur. Une peur respectueuse, mêlée d'admiration. C'est la peur des grottes profondes. Pour le clan d'Elara, le monde est divisé en deux. Le monde de la lumière, le monde de la vie, où ils chassent et vivent, et le monde souterrain. Les grottes profondes et sombres qui s'enfoncent dans la terre sont un autre univers. C'est un lieu dangereux, un labyrinthe silencieux et froid, où l'on peut se perdre à jamais. Mais ce n'est pas seulement un lieu de danger physique, c'est un lieu de pouvoir. C'est le monde des esprits. Personne n'entre dans ces grottes profondes seul. Personne n'y entre sans une raison. Seul le chaman du clan, Kor, un vieil homme sage et mystérieux, ose s'aventurer régulièrement dans ces profondeurs. Il en ressort des jours plus tard, épuisé, les yeux brillants d'une connaissance d'un autre monde. Il dit qu'il va parler aux esprits des animaux, qu'il va demander leur bénédiction pour la chasse. Il dit que les murs de la grotte lui parlent. Elara est fascinée par Kor. Elle est attirée par le mystère de la grotte. Elle ressent elle aussi que le monde est plus que ce que l'on voit. Elle ressent le pouvoir des animaux qu'il chasse. Elle sent qu'il y a un secret, une connexion entre le monde réel et ce monde spirituel, caché sous la terre. Le contraste est immense. D'un côté, une vie de survie brutale, concentrée sur le prochain repas et la lutte contre le froid. De l'autre, ces incroyables chefs-d'œuvre artistiques, créés dans l'obscurité la plus totale, loin du monde de la vie quotidienne. Les garçons qui ont découvert Lascaux ne pouvaient pas comprendre ce lien. Ils ne voyaient que la beauté. Mais pour le peuple d'Elara, ces deux mondes étaient inséparables. La survie de leur corps dans le monde de la lumière dépendait entièrement de leur capacité à se connecter au monde des esprits, dans le monde de l'ombre. Elara ne le sait pas encore, mais elle a été choisie. Son esprit unique, sa capacité à voir le monde différemment, a été remarquée par Kor. Elle est sur le point d'entamer son propre voyage, un voyage qui l'amènera loin de la lumière du soleil, au plus profond du ventre de la terre, pour apprendre l'ancien secret de la peinture, le secret de donner vie aux esprits sur la pierre. La découverte de la grotte de Lascaux, en 1940, a été un choc pour le monde. Elle a prouvé que nos ancêtres de l'âge de glace n'étaient pas des brutes, mais des artistes d'un talent incroyable. Mais cette découverte n'était que le début du mystère. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que l'art, comme la technologie, avait dû évoluer lentement. Ils pensaient que Lascaux, avec ses 17 000 ans, représentait un sommet, l'apogée de milliers d'années de progrès, commençant par de simples griffures sur la roche, puis des contours maladroits, pour enfin aboutir au chef-d'œuvre que les garçons avaient trouvé. C'était une théorie logique, et elle était complètement fausse.
L'histoire de notre art et de notre esprit a été réécrite en décembre 1994. 3 spéléologues français, Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hiller, exploraient une falaise dans la région de l'Ardèche. Ils ont senti un léger courant d'air s'échappant d'un petit trou dans la roche. Intrigués, ils ont dégagé l'ouverture, se sont glissés à l'intérieur et sont descendus dans une obscurité qui n'avait pas été vue par des yeux humains depuis une éternité. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas une grotte ordinaire, c'était une capsule temporelle. Le sol était jonché d'ossements d'ours des cavernes, certains avec des crânes mystérieusement placés sur des rochers. Et les murs étaient couverts d'un art si puissant, si sophistiqué, qu'il a immédiatement semblé différent de tout ce qu'ils avaient jamais vu. Il n'y avait pas seulement les chevaux et les bisons habituels, il y avait une ménagerie de prédateurs terrifiants. Des lions des cavernes, peints sans crinière, chassant en meute, des rhinocéros laineux s'affrontant dans un combat féroce, des ours, des mammouths et même une panthère. La technique était magistrale. Les artistes avaient utilisé le relief naturel de la paroi rocheuse pour donner un effet de 3 dimensions aux animaux. Ils avaient utilisé l'ombrage, l'estompage au doigt et même le grattage de la paroi pour faire ressortir le blanc de la pierre. Dans une scène, un rhinocéros semble secouer la tête grâce à une série d'images superposées, comme une première tentative d'animation. C'était un chef-d'œuvre. Les découvreurs ont immédiatement su que c'était ancien. Mais la question était, de quand datait-il? La plupart des experts supposaient qu'il devait dater de la même période que Lascaux, peut-être 15 000 à 20 000 ans. Puis les résultats de la datation au radiocarbone sont arrivés, et le monde scientifique a été secoué jusqu'à ses fondations. Les échantillons de charbon de bois prélevés directement sur les dessins ont donné un âge incroyable. Pas 17 000 ans, pas 20 000 ans, mais 30 000, 32 000, et pour certaines images, jusqu'à 36 000 ans. C'était le double de l'âge de Lascaux. C'était le choc du temps profond. Les plus anciennes peintures rupestres jamais trouvées étaient aussi les plus belles et les plus sophistiquées. L'idée d'une lente évolution de l'art, de gribouillis à chef-d'œuvre, venait de s'effondrer. L'art n'a pas évolué lentement, il a explosé. Il est apparu dans l'esprit humain d'un seul coup, entièrement formé, comme une révélation. Cette découverte signifiait quelque chose de profond. Elle signifiait que l'esprit humain moderne, notre esprit, avec sa pleine capacité d'imagination, de pensée abstraite, de spiritualité et de création de symboles, était déjà en place il y a 36 000 ans. Nos ancêtres n'étaient pas en train de devenir humains. Ils l'étaient déjà, de toutes les manières qui comptent. L'explosion de l'imagination n'était pas la fin de l'histoire, c'en était le tout début. Et cette nouvelle façon de voir le monde, cet esprit unique, n'était pas donné à tout le monde. C'était un don, un pouvoir qui devait être cultivé. C'était le don que possédait Elara. Retournons au clan d'Elara. La survie dans la toundra gelée est une affaire de pragmatisme. La vie est centrée sur la chasse, la collecte, le maintien du feu. Mais le clan a un autre pilier, tout aussi important, le monde des esprits. Et le gardien de ce monde est Kor, le vieux chaman. Kor est le maître artiste, le parleur d'esprit. C'est lui qui détient le savoir des grottes. C'est lui qui sait comment apaiser les esprits des reines pour qu'ils donnent leur vie au clan. C'est lui qui connaît les histoires anciennes. Mais Kor est vieux. L'hiver a été rude. Et une maladie pulmonaire a laissé sa respiration sifflante et faible. Il sait que son temps est compté. Il doit choisir un successeur. Il doit transmettre les rituels sacrés, les techniques de peinture et les secrets de la grotte profonde. Si cette connaissance se perd, il croit que l'équilibre entre le clan et le monde des esprits sera rompu et qu'ils périront tous. Le choix évident, celui que tout le clan attend, est Bror, le chasseur le plus fort du clan. Bror est un leader né, un homme d'action. Il est courageux, pragmatique et respecté. Il assurera la survie physique du clan. Mais Kor doute. Il observe Bror. Quand Bror regarde un troupeau de bisons,
Il voit de la viande, des peaux et des os. Il voit le monde physique. Il ne voit pas l'esprit à l'intérieur. Puis Cor observe Elara. Il l'a vue s'asseoir seule, traçant distraitement des formes dans la terre avec un bâton. Il l'a vue s'arrêter net pendant une collecte, pour simplement regarder la façon dont la lumière du soleil frappe un cristal de glace. Il se souvient d'un moment, après une chasse, où le clan célébrait bruyamment, mais où Elara était à l'écart, touchant doucement le flanc encore chaud du cheval qu'ils avaient tué. Un regard de tristesse et de respect dans les yeux. Bror voit le monde extérieur. Elara semble voir le monde intérieur. Elle a l'œil qui voit. Elle a ce que nous appelons aujourd'hui l'imagination. La décision de Cor est prise. Un soir, ils rassemblent le clan autour du feu central. L'ambiance est grave. Ils savent tous ce qui se passe. Bror se tient droit, prêt à accepter la responsabilité. Cor, sa voix un murmure rauque, se lève lentement. Il passe devant Bror. Il s'arrête devant Elara. Un silence choqué s'installe. Elara, une jeune femme, pas même la chasseuse la plus forte. C'est contre toute tradition. Elara elle-même est terrifiée, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Cor lève une main tremblante. Il parle, utilisant des mots simples et des gestes puissants. Il explique que les esprits de la grotte ne choisissent pas la main la plus forte pour tenir la lance, mais l'œil le plus clair pour voir l'invisible. Il dit qu'Elara a cet œil, qu'elle voit les formes des animaux cachés dans les ombres et dans les rochers. Il la désigne. C'est elle qui apprendra les grands mystères. Elara sent le poids de tous les regards sur elle, la peur, le doute, mais aussi une étrange sensation de justesse, comme si toute sa vie l'avait menée à ce moment. Elle se lève et accepte. Cette nuit-là, le destin du clan a changé. La survie spirituelle du groupe repose désormais sur les épaules d'une jeune femme qui voit le monde différemment. Elle ne le sait pas encore, mais elle est l'héritière de l'explosion de l'imagination qui a commencé des millénaires plus tôt, comme à Chauvet. Son véritable apprentissage est sur le point de commencer. Cor va maintenant la conduire loin de la lumière du feu du camp, loin du monde de la vie quotidienne, et l'emmener pour son premier voyage dans le ventre de la terre, dans le grand silence de la grotte sacrée. La découverte de Chauvet a prouvé que l'esprit humain moderne, capable d'une imagination complexe, était déjà là il y a 36 000 ans. L'art n'a pas évolué lentement, il a explosé. Mais cette découverte n'a fait que rendre le mystère encore plus profond. Car Lascaux et Chauvet partagent un secret étrange. L'art n'est pas à l'entrée. Ce n'est pas de la décoration, comme un tableau que l'on accroche dans son salon pour que tout le monde puisse le voir. Les peintures les plus belles et les plus sacrées sont cachées. Elles sont au plus profond des grottes, à des centaines de mètres, parfois à des kilomètres, de la lumière du jour. Pour les voir, il faut entreprendre un voyage terrifiant. Un voyage dans l'obscurité totale, à travers des passages étroits où il faut ramper et au-dessus de gouffres mortels. La question qui hante les scientifiques est simple. Pourquoi? Pourquoi un tel effort? Pourquoi risquer sa vie pour peindre un bison sur un mur que personne ne verra jamais? La réponse est que le voyage lui-même était peut-être aussi important que la peinture. L'art n'était pas le but. C'était la destination. La grotte n'était pas un musée. C'était un lieu de passage, un portail vers un autre monde. Les archéologues qui étudient ces grottes parlent souvent de sanctuaires. Les endroits les plus difficiles d'accès étaient probablement les plus sacrés. Pour y entrer, il ne suffisait pas d'être curieux. Il fallait être un initié. Il fallait être guidé par un chaman, un maître, comme notre vieux corps. Le voyage dans l'obscurité totale, le froid, le silence, le manque d'oxygène dans les passages profonds. Tout cela change la façon dont notre cerveau fonctionne. C'est une privation sensorielle. Elle peut provoquer des hallucinations, un état de transe. Le voyage était un rituel pour mourir au monde normal et renaître dans le monde des esprits. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons suivre Elara. Son apprentissage commence maintenant. Retournons à Elara, la jeune femme qui voit le monde différemment. Cor l'a choisie.
L'hiver est rude, et la santé du vieux chaman décline rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre. Une nuit, alors que le clan dort, Cor réveille Elara. Il ne dit rien. Il lui tend une petite lampe en pierre, une sorte de cuillère creusée dans le grès, remplie de graisse de renne fondue, avec une mèche en genévrier. C'est sa lumière, sa seule protection contre l'obscurité. Elara est terrifiée. Elle sait ce que cela signifie. Elle suit Cor, ses jambes tremblant légèrement. Il quitte la chaleur et la sécurité de l'abri sous roche et se dirige vers l'autre grotte, la grotte sacrée. Un trou noir et silencieux, dans la falaise. L'entrée de la grotte est taboue. C'est un lieu que les enfants apprennent à éviter. Un lieu où, selon les légendes, les esprits de la terre respirent. Cor allume leurs 2 lampes. Les petites flammes oranges dansent, projetant leurs ombres immenses sur la roche. Il entre. Elara prend une profonde inspiration et le suit. En quelques secondes, le monde change complètement. La lumière de la lune disparaît. Le son du vent dans les pins s'éteint. Il est remplacé par un silence total, un silence si profond qu'il bourdonne dans ses oreilles. Et le froid, un froid différent de celui de la toundra. C'est un froid humide, ancien, qui vient des profondeurs de la terre. L'air sent la pierre mouillée et la poussière d'il y a 1000 ans. Ils marchent. La seule lumière vient de leurs 2 petites lampes, qui n'éclairent qu'un petit cercle autour d'eux. Le reste est une obscurité infinie. Elara tient sa lampe d'une main tremblante, terrifiée à l'idée qu'elle s'éteigne. Si la flamme meurt, ils mourront ici, perdus dans le noir éternel. Ils marchent pendant ce qui semble être des heures. Parfois, la galerie est immense, comme une cathédrale souterraine, son plafond si haut qu'il se perd dans l'obscurité. À d'autres moments, le plafond s'abaisse, les forçant à se courber. Le seul son est le ploc. Ploc, régulier des gouttes d'eau qui tombent du plafond. Un son qui résonne étrangement dans le silence. Elara est concentrée sur une seule chose, suivre la silhouette de Cor devant elle. Finalement, ils arrivent devant un mur. C'est une impasse. Elara est confuse. Est-ce la fin? Mais Cor ne s'arrête pas. Il lève sa lampe vers une fissure étroite au ras du sol. Un trou si petit qu'il semble à peine assez grand pour un chien. Cor la regarde. C'est le chemin. La panique pure saisit Elara. C'est un piège. Elle ne peut pas. Elle a peur d'être coincée, d'être enterrée vivante, d'être écrasée par la montagne. Elle recule. Son souffle devient court. Mais Cor la regarde avec des yeux calmes, mais fermes. Il ne lui donne pas le choix. C'est une épreuve. Il se met à plat ventre, pousse sa lampe devant lui avec précaution, et commence à ramper, disparaissant dans le trou noir. Elara est seule. Elle est dans l'obscurité totale, à l'exception de la petite lueur de sa propre lampe. Devant elle, le trou béant. Derrière elle, un chemin inconnu et terrifiant. Elle est face à sa plus grande peur. Elle ferme les yeux un instant, puis elle prend une décision. Elle fait confiance au chaman. Elle se met à plat ventre sur la boue froide et glissante, pousse sa lampe devant elle et entre dans le passage étroit. C'est un cauchemar. C'est l'horreur. Le rocher est froid et humide contre son visage. Le plafond est si bas qu'il appuie sur son dos, lui écrasant la poitrine. Elle peut à peine respirer. Elle ne peut avancer qu'en rampant comme un serpent, en poussant sa lampe de quelques centimètres, puis en se tortillant vers l'avant. L'air est rare, vicié. Sa lampe vacille dangereusement, la flamme luttant pour l'oxygène. Si elle s'éteint, c'est la fin. Elle sent le poids de millions de tonnes de pierre au-dessus d'elle. C'est un tombeau. Les scientifiques appellent ces passages étroits des canaux de naissance. Le but n'était pas seulement de se déplacer, c'était un rituel. Un rituel pour mourir au vieux monde et renaître dans le nouveau. Il fallait briser l'esprit, le vider de ses peurs et de son identité, pour le préparer à la révélation spirituelle. Elara continue de ramper. Le temps n'a plus de sens. Il n'y a que l'effort, la douleur et la peur.
Juste au moment où elle pense qu'elle ne peut plus continuer, elle voit la lumière de corps devant elle. Le passage s'élargit. Elle peut enfin se mettre à genoux, haletante, son corps couvert de boue froide. Puis, elle peut se lever. Elle est dans une nouvelle chambre, une vaste galerie dont le plafond est si haut qu'il se perd dans l'obscurité. Elle est épuisée, sale, tremblante, mais elle est vivante. Corps l'attend, sa lampe tenue haute. Il n'y a aucune trace d'effort sur son vieux visage. Il lui fait un léger signe de tête. Puis il lève sa lampe plus haut, vers le mur. « Regarde, » murmure-t-il, et Lara lève les yeux, et son souffle se coupe. Le mur est vivant. Un troupeau de chevaux sauvages, peints en noir et en jaune, semble galoper hors de la pierre. Ils sont si réels, si pleins de mouvement et de vie, qu'elle a l'impression d'entendre le tonnerre de leurs sabots. Elle fait un pas en avant, fascinée, oubliant sa peur, sa douleur, le froid. Le voyage terrifiant avait un but. Elle avait traversé le monde des morts, et elle était arrivée dans le sanctuaire des esprits. Son apprentissage venait de commencer. Et Lara se tenait dans le grand sanctuaire, le souffle coupé. Le voyage terrifiant dans le ventre de la terre avait un but. Elle était arrivée dans un lieu de pouvoir, un lieu où les esprits des animaux dansaient, sur les murs. Son apprentissage venait de commencer. Mais ce qu'elle allait apprendre n'était pas seulement une question de spiritualité et de transe. C'était aussi un art, un artisanat. Pour devenir une parleuse d'esprit, comme corps, elle ne devait pas seulement apprendre pourquoi il peignait, mais aussi comment il le faisait. Le mystère de l'art paléolithique n'est pas seulement dans sa signification, il est aussi dans sa technique. Comment, dans une obscurité si totale, à 1 kilomètre sous terre, nos ancêtres ont-ils réussi à créer de tels chefs-d'œuvre? D'où venaient leurs outils, leur lumière et leur peinture? La réponse montre une ingéniosité et une connaissance de la chimie aussi impressionnantes que leur talent artistique. Le premier problème à résoudre était la lumière. Dans l'obscurité absolue de la grotte, une torche de bois ordinaire serait un désastre. Elle produirait une fumée épaisse et étouffante, rendant l'air rapidement irrespirable et noircissant les murs. Non, ils avaient besoin d'une lumière propre, stable et durable, et ils l'ont inventée. Les archéologues ont retrouvé des dizaines de lampes paléolithiques. Ce sont de magnifiques objets, souvent des pierres plates ou en forme de cuillère, dans lesquelles ils gravaient une mèche. Le carburant? Pas de l'huile, mais de la graisse animale. De la graisse de renne, de bison ou de mammouth. En allumant la mèche imbibée de graisse fondue, ils créaient une lampe qui brûlait pendant des heures, produisant une lumière claire, stable et presque sans fumée. C'était la lampe torche de l'âge de glace, l'outil essentiel qui leur a permis de pénétrer et de peindre le monde souterrain. Le deuxième problème était la peinture. D'où venaient ces couleurs incroyablement riches, ces noirs profonds, ces rouges sang, ces jaunes brillants, qui ont survécu pendant 30 000 ans? Ils ne venaient pas des plantes ou des fleurs qui se seraient décomposées. Ils venaient de la terre elle-même. Les artistes de l'âge de glace étaient des géologues experts. Le noir était fabriqué à partir de charbon de bois, de pin brûlé ou de dioxyde de manganèse, un minéral noir et dur qu'ils extrayaient de la terre. Les rouges, les jaunes et les bruns provenaient d'un autre minéral, l'ocre. C'est une argile riche en oxyde de fer, en d'autres termes, de la rouille. En chauffant cet ocre à différentes températures, ils pouvaient de même en changer la couleur, transformant le jaune en un rouge profond. Mais on ne peut pas peindre avec de la poudre. Ils devaient la mélanger avec un liant pour en faire une peinture liquide ou pâteuse. Qu'utilisaient-ils? Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'ils utilisaient du sang ou du blanc d'œuf. Mais des analyses récentes suggèrent des recettes plus simples et plus efficaces. De l'eau, tout simplement, ou de la salive. L'eau des grottes, riche en calcium, aidait la peinture à coller au mur. Parfois, ils mélangeaient de la poudre à de la graisse animale ou à de la moelle osseuse pour créer une sorte de peinture à l'huile primitive. Enfin, il y avait l'application. Comment ont-ils fait? Ils utilisaient des pinceaux rudimentaires,
faits de poils d'animaux ou de fibres végétales. Ils utilisaient leurs propres doigts pour étaler la peinture et créer des ombres. Et ils utilisèrent la technique la plus spectaculaire de toutes, la pulvérisation. L'artiste prenait la peinture liquide dans sa bouche et la soufflait, ou la pulvérisait à travers un roseau creux, sur le mur. C'était le premier aérographe au monde. Pour comprendre comment ces éléments s'assemblaient, nous devons retourner à Elara. Son éducation commence maintenant, dans le grand silence de la galerie des chevaux. Kor, le vieux chaman, ne parle pas beaucoup. Son enseignement se fait par l'exemple. Il conduit Elara à une petite alcôve dans la paroi de la grotte. C'est leur atelier. Sur le sol se trouvent des pierres plates servant de palettes, des blocs d'ocre rouge et jaune, et des morceaux de charbon de bois. C'est la boîte à peinture paléolithique. La lumière, dit simplement Kor. Il montre à Elara comment préparer correctement la lampe. Il lui montre comment la graisse doit être fondue, juste assez, comment la mèche de genévrier doit être taillée pour produire une flamme vive, mais sans fumée. La lumière est la vie. Elle est notre soleil sous la terre. Tu la respecteras. Elara prend la lampe en pierre. Elle est lourde et chaude dans sa main. Elle comprend que cet objet simple est la clé de tout. La couleur, dit ensuite Kor. Il lui tend un gros morceau d'ocre rouge et une pierre plate. Le sang de la terre. Il lui montre le mouvement. Le travail commence. Elara s'agenouille et commence à broyer l'ocre. C'est un travail long, fatigant, méditatif. Le son de la pierre raclant la pierre est le seul bruit dans la grotte. Il lui faut près d'1 heure pour réduire le morceau dur en une fine poudre rouge vif. C'est la première leçon. L'art n'est pas seulement de l'inspiration, c'est du travail. Ensuite, Kor lui montre comment faire la peinture. Il lui tend une petite gourde remplie d'eau de la grotte. Ne prends que ce dont tu as besoin. Elara verse quelques gouttes d'eau dans la poudre rouge, la mélangeant avec son doigt, jusqu'à obtenir une pâte épaisse et riche. La couleur sur son doigt est incroyablement vive à la lueur de la lampe. Elle a créé de la peinture. Maintenant, le mur, dit Kor. Il la conduit vers une partie vierge de la paroi, une surface lisse et pâle comme une toile. Il trempe ses propres doigts dans la peinture, et d'un seul mouvement sûr et fluide, il trace la ligne du dos d'un bison. Le geste est si confiant qu'il semble que l'animal était déjà là, caché dans la pierre, et que Kor ne faisait que le libérer. Puis, il lui montre le secret le plus célèbre, la technique de la main. Il prend une gorgée d'eau et la mélange dans sa bouche avec un peu de charbon en poudre. Il place sa main gauche, forte et ridée, à plat contre le mur. Il se tourne vers Elara. « Regarde !» Il prend une profonde inspiration et souffle puissamment la peinture liquide noire de sa bouche, la pulvérisant tout autour de sa main. La brume noire et humide se dépose sur la pierre. Puis, il retire sa main. Elara retient son souffle. Sur le mur, comme par magie, apparaît une empreinte de main parfaite en négatif. Une silhouette fantomatique, noire sur la pierre blanche. C'était la signature de Kor. C'était sa déclaration. J'étais ici. J'ai vu ce monde. Un silence s'installe. Kor regarde Elara. C'est son tour. C'est sa première épreuve. Elara est nerveuse. Elle comprend que ce n'est pas un jeu. C'est un rituel. Elle regarde sa propre main, jeune et encore propre. Elle la lève lentement et la place sur le mur, à côté de l'empreinte de Kor. Elle puise une petite gorgée de la peinture rouge qu'elle a elle-même fabriquée. Elle prend une profonde inspiration. Elle ferme les yeux et elle souffle. La peinture froide et aqueuse frappe ses doigts et la pierre autour. C'est une sensation étrange. Elle arrête de souffler et, le cœur battant, elle retire sa main. Elle ouvre les yeux. Son empreinte est là. Une main rouge vif, petite et hésitante, à côté de la grande main noire de son maître. C'est sa marque. C'est son premier mot dans la longue conversation silencieuse sur les murs de la grotte. Elle n'est plus seulement une observatrice. Elle fait maintenant partie de l'histoire. Elle est devenue, à cet instant précis, une artiste.
et Lara avait laissé sa marque. Sa petite main rouge sur le mur froid de la grotte était sa signature. Son premier mot dans la longue et silencieuse conversation de Pierre. Elle avait survécu au voyage terrifiant dans le ventre de la terre. Elle avait appris le comment. Comment créer la lumière à partir de la graisse et la couleur à partir de la terre. Mais elle ne comprenait pas encore le mystère le plus profond, le pourquoi. Pourquoi faire tout cela? Pourquoi risquer sa vie pour ramper dans l'obscurité, juste pour peindre des animaux sur un mur que personne ne verrait jamais? Cette question n'est pas seulement celle d'Elara, c'est la question qui a hanté les scientifiques pendant plus d'un siècle, depuis la découverte de ces grottes. La première et la plus célèbre des théories est simple et logique. Les archéologues du début du XXe siècle, comme le célèbre abbé Henri Breuil, ont regardé ces images et ont pensé à la vie des gens qui les ont peintes. C'étaient des chasseurs. Leur survie tout entière dépendait d'une chose, le succès de la chasse. Dans un monde sans agriculture et sans supermarché, un hiver sans viande signifiait la mort. Donc, ont-ils raisonné, leur art doit être lié à la chasse. C'est la théorie de la magie de la chasse. L'idée est que l'art n'était pas de l'art. C'était un rituel, une sorte de vaudou de l'âge de glace. En peignant un animal, l'artiste capturait son esprit, et en peignant des lances, des flèches ou des blessures sur le corps de l'animal, le chaman s'assurait magiquement que la vraie chasse, dans le monde réel, serait un succès. C'était une façon de contrôler un monde imprévisible et dangereux. Cette théorie est très séduisante. Elle explique pourquoi les animaux sont si importants. Elle explique pourquoi tant d'art est caché si profondément sous terre. C'était un lieu sacré, un sanctuaire où les rituels les plus puissants devaient être accomplis, loin des yeux ordinaires. Et surtout, elle semble expliquer les images elles-mêmes. Sur de nombreux murs de grottes, à Lascaux et ailleurs, on trouve des animaux qui semblent être transpercés par des traits, des signes qui ressemblent à des armes. Pour comprendre ce que ce rituel pouvait signifier, nous devons retourner à Elara. Son apprentissage se poursuit. La leçon d'aujourd'hui n'est pas sur la peinture, mais sur son pouvoir. Nous sommes à la veille d'une grande chasse. L'hiver approche. Le clan a désespérément besoin d'une grosse prise, comme un bison, pour faire des réserves de viande et de graisse. L'ambiance au camp est tendue. La peur de l'échec est palpable. C'est à ce moment que Cor vient chercher Elara, ainsi que Bror et les autres chasseurs principaux. Il ne les conduit pas à la grande galerie des chevaux qu'Elara a déjà vue. Il les emmène dans un passage latéral, plus bas et plus étroit. Ils doivent ramper à nouveau, cette fois sur une courte distance. Ils débouchent dans une chambre plus petite, presque une crypte. L'air y est lourd. Cor lève sa lampe à graisse. La flamme éclaire le mur du fond. Sur ce mur est peinte une seule, immense créature, un bison des steppes. Il est dessiné en charbon de bois noir, mais il est si puissant qu'il semble vivant. Ses muscles sont tendus, sa tête est baissée, ses cornes pointées vers l'avant, comme s'il allait charger hors de la pierre. Mais Elara remarque quelque chose d'autre. Sur le flanc massif de l'animal, peint en ocre rouge vif, se trouvent plusieurs lignes droites, des lances. Et à côté d'elles, la paroi de la grotte elle-même est marquée, piquée, comme si quelqu'un l'avait frappée encore et encore avec la pointe d'une vraie lance. C'est une image de violence, une image de la mort. Et Lara ne comprend pas. Pourquoi peindre un animal seulement pour le tuer? Cor ne lui donne pas d'explication verbale. Il lui fait signe de s'asseoir et de regarder. Le rituel commence. Cor se tient devant l'image du bison blessé. Il commence un chant bas et rythmé, un son profond qui semble venir de la terre elle-même. Bror et les autres chasseurs se joignent à lui. Leurs voix s'unissent, remplissant la petite chambre d'un son hypnotique. La flamme de la lampe danse, faisant bouger les ombres. Dans cet état, le bison sur le mur semble trembler, comme s'il était vivant et souffrant. Cor lève les mains. Il parle à l'esprit du bison. Il lui demande pardon. Il lui demande de donner sa chair au clan pour que les enfants puissent vivre. Il promet de respecter son esprit, de ne rien gaspiller. C'est une négociation spirituelle,
un contrat entre le chasseur et le chassé. Puis, le rituel atteint son apogée. Cor pousse un cri soudain. « Maintenant !» Bror et les autres chasseurs lèvent à roi leurs vraies lances, celles qu'ils utiliseront le lendemain. Avec un cri de guerre féroce qui fait écho dans la grotte, ils se précipitent en avant et frappent le mur de pierre de toute leur force. Ils ne visent pas au hasard, ils visent les marques rouges, peintes sur le flanc du bison. Clac, clac, clac. Le son des pointes de silex frappant la pierre est assourdissant. Et Lara observe, fascinée et un peu effrayée. Elle comprend enfin. Ce n'est pas de l'art pour la beauté. C'est une répétition générale pour l'âme. C'est un rituel pour tuer la peur. En tuant symboliquement l'esprit du bison ici, dans la sécurité du monde souterrain, ils s'assurent que leurs lances trouveront leur cible demain, dans le monde réel et dangereux de la toundra. Ils concentrent leur volonté. Ils unissent leur intention. C'est de la magie. Le rituel terminé, les chasseurs sortent de la grotte en silence. Leur peur a disparu, remplacée par une détermination froide et concentrée. Ils sont prêts. Cette théorie de la magie de la chasse a été l'explication dominante pendant près de 100 ans. Elle est simple, elle est logique, et elle correspond à ce que nous imaginons de la vie de l'âge de glace. Mais cette théorie a un problème, un très gros problème. Dans les années qui ont suivi la découverte de Lascaux, les scientifiques ont commencé à étudier l'art de manière plus statistique. Ils ont compté les animaux peints, et ils ont compté les os d'animaux trouvés dans les zones d'habitation des grottes, les restes des repas du clan. Et les deux listes ne correspondaient pas. À Lascaux, par exemple, les animaux les plus peints sont les chevaux, mais les animaux que le clan mangeait le plus étaient, de loin, les rennes. Il y a plus de 1000 représentations de rennes dans l'art de l'âge de glace. Mais à Lascaux, où les os de rennes représentent 90% de la nourriture, ils sont presque absents des murs. Si l'art était destiné à assurer le succès de la chasse, pourquoi ne peignait-il pas ce qu'ils mangeaient? Et cela nous amène à un mystère encore plus grand. Celui de la grotte Chauvet, découverte bien plus tard. Là-bas, les murs ne sont pas couverts de chevaux ou de bisons. Ils sont dominés par des prédateurs terrifiants, des lions, des rhinocéros, des ours, des animaux qu'ils ne chassaient jamais. La magie de la chasse ne pouvait pas expliquer cela. Le pourquoi était plus compliqué. Et Lara avait appris sa première leçon, la leçon de la chasse. Mais Cor avait un autre secret à lui montrer. Un secret qui n'avait rien à voir avec la nourriture, mais tout à voir avec le pouvoir, la peur et le monde des esprits lui-même. Et Lara avait participé à son premier grand rituel. Elle avait vu les chasseurs tuer l'esprit du bison sur le mur, puis réussir leur chasse dans le monde réel. La théorie de la magie de la chasse semble être une explication simple et puissante. Elle était si logique que pendant près de 100 ans, elle a été l'explication la plus acceptée pour l'art des cavernes. Mais cette théorie, aussi séduisante soit-elle, a un problème, un très gros problème. Ce problème, c'est la grotte Chauvet, et d'autres comme elle. Lorsque les scientifiques ont analysé les milliers de peintures dans ces sanctuaires, ils ont réalisé que la magie de la chasse n'expliquait pas tout. En fait, elle n'expliquait presque rien. Premièrement, comme nous l'avons vu, les animaux peints n'étaient souvent pas les animaux chassés. À Lascaux, ils mangèrent du renne, mais peignaient des chevaux. Deuxièmement, les signes de lance ou de blessure sont en fait très rares. La plupart des animaux sont peints sans aucune marque de violence. Et surtout, il y a le mystère de Chauvet. Les murs y sont dominés par les prédateurs les plus dangereux de l'âge de glace. Des lions, des rhinocéros laineux, des ours des cavernes. Pourquoi nos ancêtres auraient-ils risqué leur vie pour descendre dans les profondeurs de la terre afin d'accomplir un rituel de magie de la chasse, pour des animaux qu'ils ne chassaient jamais? Il devait y avoir une autre raison, plus profonde, plus sombre et plus spirituelle. C'est là qu'intervient une nouvelle théorie. Une théorie qui a révolutionné notre compréhension de l'esprit paléolithique. C'est la théorie du chamanisme. Des chercheurs comme David Lewis Williams ont proposé que ces grottes n'étaient pas des manuels de chasse. C'étaient des cathédrales. C'étaient les portes d'entrée du monde des esprits.
Et les artistes n'étaient pas de simples artisans. C'étaient des chamans, des mystiques, des parleurs d'esprit qui voyageaient entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà. Selon cette théorie, le voyage lui-même dans la grotte, l'acte de ramper dans l'obscurité totale et le silence, était un rituel de transformation. Les grottes profondes sont des lieux de privation sensorielle. L'obscurité efface la vue. Le silence efface l'ouïe. L'air y est souvent pauvre en oxygène, ce qui peut provoquer des étourdissements, une désorientation. Cet environnement est une machine naturelle à provoquer des hallucinations, un état de transe. Dans cet état de conscience modifié, le chaman n'entrait pas dans une simple grotte. Il entrait dans un autre monde. Et le mur de la grotte n'était pas une toile vierge. C'était un voile, une membrane vivante qui séparait le monde physique du monde des esprits. Les esprits des animaux, croyait-on, vivaient à l'intérieur de la pierre. L'art n'était donc pas une peinture, c'était un acte de révélation. Le chaman, dans sa transe, ne dessinait pas un animal sur le mur. Il voyait l'esprit de l'animal dans le mur, utilisant les bosses naturelles, les fissures et les courbes de la roche pour libérer l'image qu'il voyait. En peignant, il touchait l'esprit, il activait son pouvoir. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons retourner à Elara. Elle a appris la leçon pratique de la chasse, la leçon de Bror. Mais Kor, le vieux chaman, sait que ce n'est pas le vrai pouvoir, ce n'est que la surface. Il doit lui enseigner la leçon la plus profonde, la leçon de la vision. Quelques jours après le rituel du bison, Kor vient à nouveau chercher Elara. Cette fois, il ne prend pas les autres chasseurs. Il ne prend qu'Elara. Et il ne l'emmène pas dans la petite crypte du bison. Il l'emmène plus profondément, beaucoup plus profondément. Le voyage est plus long. Ils rampent à travers des passages encore plus étroits. L'air devient lourd, rare. Elara se sent étourdie. Sa respiration est courte. Sa petite lampe à graisse semble brûler plus faiblement ici. La peur qu'elle a ressentie la première fois est de retour, mais elle est différente. Ce n'est plus seulement la peur d'être coincée. C'est une peur respectueuse, une sensation d'entrer dans un lieu interdit. Finalement, ils arrivent dans une chambre qu'Elara n'a jamais vue. Elle est plus petite, mais d'une certaine manière, elle semble plus importante. Kor ne dit rien pendant un long moment. Il se contente de se tenir là, respirant lentement. Il commence un chant, un son très bas, un fredonnement rythmé qui semble faire vibrer la pierre elle-même. « Tu as vu l'acte de la chasse, » murmure-t-il. « Maintenant, tu vas voir la source du pouvoir. » Elara est nerveuse. Elle regarde les murs autour d'elle, s'attendant à voir d'autres peintures. Mais il n'y a rien, juste de la roche nue. « Je ne vois rien, » dit-elle. Kor sourit dans l'obscurité. « Bien sûr que non. Tu regardes avec tes yeux de chasseuse. Tu cherches de la viande. Tu dois regarder avec l'œil de l'esprit. Ne regarde pas le mur. Regarde à travers le mur. » Elara est confuse, mais elle obéit. Elle se détend. Le chant bas de Kor continue, un son hypnotique. La seule lumière était la flamme vacillante de leur lampe, qui fait danser les ombres. L'air est si pauvre en oxygène qu'Elara se sent légère, presque flottante. Elle fixe le mur. C'est juste de la pierre. Mais attendez. Kor déplace lentement sa lampe. Alors que la lumière rase la surface de la roche, les ombres changent. Une bosse naturelle dans le calcaire, un renflement qu'elle n'avait pas remarqué, prend soudainement la forme de l'épaule puissante d'un bison. Une fissure dans la pierre devient la ligne de son dos. Une coulée sombre de minéraux devient son œil. Elara halète. Le bison est là. Il a toujours été là, caché dans la pierre. « Tu le vois » murmure Kor. L'esprit de l'animal est toujours présent. Il vit dans la pierre. Il n'est pas mort. Il attend. Kor lui tend un morceau de charbon de bois. « Tu ne vas pas le peindre. Tu vas le révéler. Tu vas le saluer. Touche l'esprit, Elara. Montre-lui que tu le vois. » Elara est dans un état second. Le chant, l'obscurité, le manque d'air, la révélation. Elle est en transe. Sa main tremble, mais pas de peur. Elle s'approche du mur.
Elle lève le charbon. Elle ne réfléchit pas. Elle ne dessine pas. Elle suit simplement les lignes que la pierre lui montre. D'un trait sûr et fluide, elle trace le contour du dos du bison, en suivant la fissure. Elle noircit l'ombre de la corne. Elle donne une pupille à l'œil minéral. L'acte est rapide, presque automatique. Quand elle a terminé, elle recule d'un pas. L'effet est incroyable. La simple ligne de charbon, combinée au relief naturel de la roche, a fait naître l'animal. Il semble maintenant sortir du mur, vivant et puissant. Et Lara se retourne vers Cor, les yeux brillants. Elle comprend enfin. Ce n'est pas de la magie pour contrôler la chasse. C'est une connexion. C'est un acte de respect pour le monde des esprits. Un monde qui existe tout autour d'eux, caché juste derrière le voile de la réalité. Ils ne peignent pas les animaux qu'ils veulent tuer. Ils peignent les esprits qu'ils voient. Ils peignent le pouvoir qu'ils ressentent dans la grotte. C'est pourquoi ils ont peint les lions, les ours et les rhinocéros à Chauvet. Pas pour les chasser, mais parce que ces animaux étaient les grands esprits, les plus puissants, les plus dangereux. Peindre un lion, ce n'était pas le tuer, c'était s'approprier son pouvoir, son courage, son esprit. Et Lara a appris la deuxième, et la plus importante, leçon. Elle n'est plus seulement une artisane, elle est devenue une chamane. Elle a appris à marcher entre les deux mondes. Elle a compris que l'art n'est pas une imitation de la vie, c'est une conversation avec elle. Mais alors que cette théorie spirituelle semblait tout expliquer, les scientifiques étaient sur le point de découvrir une autre couche de complexité. Une couche qui n'avait peut-être rien à voir avec les esprits ou la chasse, mais avec quelque chose que nous faisons tous les jours, raconter une histoire. Et Lara avait appris la leçon la plus profonde. Elle avait appris à voir le monde des esprits, à considérer la grotte non pas comme une toile, mais comme un voile vivant entre les mondes. La théorie du chamanisme semblait tout expliquer. Le voyage dangereux dans l'obscurité, les transes provoquées par le manque d'oxygène, et surtout, pourquoi les artistes peignaient des prédateurs terrifiants comme les lions et les ours de la grotte Chauvet. Ils ne peignaient pas pour la nourriture, ils peignaient pour le pouvoir spirituel. C'était une idée puissante, une fenêtre ouverte sur l'esprit de nos ancêtres. Mais l'esprit humain est complexe. Il est rarement satisfait d'une seule réponse. Et en regardant de plus près les murs de ces grottes, les scientifiques ont commencé à voir quelque chose de plus. Les animaux n'étaient pas toujours seuls. Parfois, ils étaient regroupés dans des scènes complexes, comme s'ils interagissaient. Parfois, des signes abstraits étaient déplacés à côté d'eux. Et, très rarement, mais de manière incroyablement significative, des figures humaines étaient dessinées. Cela a donné naissance à une troisième grande théorie. Et si ces grottes n'étaient pas seulement des sanctuaires pour des rituels chamaniques, et si elles étaient aussi des bibliothèques, des livres d'histoire, les premiers romans graphiques de l'humanité, c'est la théorie de l'art narratif, l'idée que nos ancêtres n'utilisaient pas seulement l'art pour se connecter aux esprits, mais aussi pour raconter des histoires. La preuve la plus célèbre et la plus mystérieuse de cette théorie se trouve au plus profond de la grotte de Lascaux, au fond d'un puits vertical de 5 mètres. C'est un endroit incroyablement difficile d'accès, un lieu que l'on ne visiterait pas par hasard. Au fond de ce puits se trouve la scène la plus étrange et la plus discutée de tout l'art paléolithique. C'est la scène du puits. L'image est simple, presque enfantine, mais chargée de drame. Au centre, un grand bison, magnifiquement dessiné, est éventré. Ses entrailles se déversent de son ventre. Il est clairement blessé, mourant. Devant lui, une figure humaine, dessinée comme un simple bâton, est en train de tomber. C'est un homme, et il a une tête d'oiseau. À côté de lui, au sol, se trouve un bâton avec un oiseau sculpté dessus, peut-être une sorte de bâton de chaman. Et à gauche, s'éloignant de la scène, un grand rhinocéros semble être le responsable du chaos. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la question à $1 million. Ce n'est clairement pas de la magie de la chasse. L'homme est en train de mourir. Ce n'est pas non plus une simple peinture d'un animal,
C'est une scène, c'est un événement. Il y a des personnages, l'homme-oiseau, le bison, le rhinocéros. Il y a une action, une chasse qui a mal tourné, et il y a un drame intense. Est-ce l'histoire d'un accident de chasse tragique? Est-ce la vision d'un chaman en transe, son esprit, l'oiseau, quittant son corps, l'homme? Est-ce la représentation d'un mythe fondateur, une légende que tous les membres du clan connaissaient par cœur? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais cette scène est la preuve que nos ancêtres ne se contentaient pas de peindre des portraits d'animaux. Ils racontaient des histoires. Ils enregistraient des événements, des mythes, des croyances. Ils utilisaient les murs de la grotte comme une toile pour leur mémoire collective. Pour Elara, cet apprentissage est la dernière étape de son initiation. Elle a appris l'artisanat, comment peindre. Elle a appris le rituel, la magie de la chasse. Elle a appris la spiritualité, le chamanisme et le monde des esprits. Il est maintenant temps pour Kor de lui enseigner la leçon finale, le pouvoir de l'histoire. Kor conduit Elara dans une autre partie de la grotte, un endroit encore différent. Ce n'est pas une grande galerie, ni une petite crypte. C'est un long couloir, comme une chronique. Les murs sont recouverts de panneaux de peinture, les uns après les autres, comme les pages d'un livre géant. Tu as appris à voir les esprits, Elara, dit Kor, sa voix résonnant dans le passage. Tu as appris à honorer leur pouvoir. Maintenant, tu dois apprendre à te souvenir de leurs histoires. Il s'arrête devant un panneau particulièrement complexe. C'est une scène qui ressemble étrangement à celle du puits de Lascaux. Au centre, un mammouth laineux géant est peint, non pas avec des lances, mais entouré de petits cygnes en forme de plumes. Devant lui, une silhouette humaine, très simplement dessinée, est allongée sur le sol. « Tu vois cet homme ?» demande Kor en pointant la figure. « C'est le premier chasseur, l'ancêtre de notre clan, il y a 1000 générations. » Elara le regarde, fascinée. Elle pensait que les peintures ne représentaient que les esprits. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait raconter l'histoire de son propre peuple. Kor continue. Sa voix prend le ton rythmé d'un conteur. Il y a très longtemps, commence-t-il, le monde était froid et sombre. Notre peuple n'avait pas le feu. Nous étions faibles et nous avions faim. Le premier chasseur a décidé de demander de l'aide au plus grand esprit de tous, le grand mammouth, le père de tous les troupeaux. Il suit la peinture avec son doigt. Il a voyagé pendant de nombreuses lunes, jusqu'au cœur de la montagne de glace. Là, il a trouvé le grand mammouth. L'esprit était en colère. Il a chargé le premier chasseur et l'a frappé de ses défenses. Il montre la silhouette humaine allongée. Le chasseur était en train de mourir. Mais dans son dernier souffle, il n'a pas maudit l'esprit. Il l'a honoré. Il l'a remercié pour sa force et sa puissance. L'esprit du grand mammouth, touché par ce respect, a eu pitié. Il a frappé 2 pierres l'une contre l'autre. Et une étincelle en a jailli. C'était le feu. Il a donné le feu au premier chasseur, qu'il a ramené à notre peuple avant de mourir. Et grâce à son sacrifice, nous avons la chaleur, nous avons la lumière, nous avons la vie. Elara est en larmes. L'histoire est si puissante, si triste et si belle. Elle regarde le panneau avec une nouvelle compréhension. Ce n'est pas seulement une peinture, c'est leur histoire d'origine, c'est leur mythe fondateur, c'est la raison pour laquelle ils honorent le mammouth, c'est la raison pour laquelle le feu est sacré. Les esprits sont le pouvoir, dit Kor doucement, mais les histoires sont la mémoire. Sans mémoire, le pouvoir est aveugle. C'est notre travail, Elara, pas seulement de voir les esprits, mais de nous souvenir de leurs leçons, de raconter les histoires de notre peuple, pour que nos enfants et les enfants de nos enfants n'oublient jamais qui ils sont et d'où ils viennent. Elara comprend enfin le tableau complet. Les théories ne s'excluent pas, elles s'additionnent. La grotte est un lieu de magie pour la chasse. Partie 5. C'est un portail vers le monde des esprits où les chamans puisent leur pouvoir. Partie 6. Et c'est une bibliothèque, un livre d'histoire sacrée où la mémoire, les mythes et la culture du clan sont enregistrés pour l'éternité. Partie 7.
Les animaux sont les lettres d'un alphabet spirituel. Mais lorsqu'ils sont combinés dans des scènes, ils deviennent les mots et les phrases qui racontent l'histoire de l'humanité. L'explosion de l'imagination n'était pas seulement la naissance de l'art ou de la religion. C'était la naissance de la culture elle-même. Et c'est ce don, la capacité de créer et de partager des mondes avec des symboles, qui allait définir notre espèce pour toujours. Elara avait reçu sa leçon finale. Elle n'était plus seulement une artiste ou une apprentie chamane. Elle était devenue une gardienne de l'histoire. Elara avait appris la leçon finale. La grotte n'était pas seulement un lieu de magie pour la chasse, ni seulement un portail vers le monde des esprits. C'était une bibliothèque. C'était la mémoire de sa tribu, gravée dans la pierre, racontée à travers des scènes narratives complexes, comme le mythe du premier chasseur. L'art, la religion et l'histoire étaient une seule et même chose, un tissu puissant qui unissait le clan. Mais en regardant ces images, les scientifiques modernes ont remarqué un dernier aspect, peut-être le plus évident de tous, la beauté pure et le talent incroyable. Les théories sur le pourquoi, chasse, chamanisme, histoire, sont fascinantes, mais elles oublient parfois de s'émerveiller devant le « comment ». Car ces peintures ne sont pas de simples gribouillis, ce sont des chefs-d'œuvre. Les gens qui les ont peintes n'étaient pas seulement des chasseurs ou des chamans, c'étaient des maîtres artistes. Ils possédaient une connaissance de la technique, de la forme et de la perspective que l'humanité mettrait 30 000 ans à redécouvrir. Regardez attentivement les chevaux de Lascaux. Ils ne sont pas plats. Les artistes ont utilisé la forme naturelle de la paroi rocheuse, un renflement dans la pierre, pour donner l'impression d'un ventre rond et plein. Ils ont utilisé l'estompage, en frottant le charbon de bois avec leurs doigts ou avec un morceau de fourrure, pour créer des ombres et donner une impression de volume et de 3D. Regardez les lions de la grotte Chauvet. Ils sont dessinés avec une perspective. Les lions les plus proches sont plus grands et plus détaillés, tandis que ceux qui sont plus loin sont plus petits, créant une impression de profondeur, de troupeau. Ils ont même inventé une forme de perspective tordue. Ils dessinaient le corps d'un bison de profil, mais ses cornes de face. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix artistique délibéré pour capturer l'essence de l'animal, sa caractéristique la plus reconnaissable. Et puis, il y a le mouvement. Ces peintures, elles n'ont pas été faites pour être vues sous la lumière statique et uniforme d'un musée. Elles ont été créées et vues à la lueur vacillante d'une petite lampe à graisse. Les artistes le savaient. Ils peignaient souvent sur des surfaces inégales. Lorsque la flamme danse, les ombres bougent. Les muscles de l'animal semblent se contracter. L'animal semble respirer. Un mammouth avec plusieurs pattes superposées donne l'impression de courir. C'était le premier cinéma au monde. C'était de l'animation paléolithique. Ces artistes n'étaient pas des débutants. Ils faisaient partie d'une longue tradition, d'une école d'art qui avait ses propres règles, ses propres techniques et ses propres maîtres. Et pour Elara, le moment était venu de passer son examen final. Elle avait appris la technique. Elle avait compris la spiritualité. Elle connaissait les histoires. Maintenant, elle devait prouver qu'elle était digne. Elle devait créer son propre chef-d'œuvre. Retournons dans la grotte. Cor a partagé toute sa connaissance. Sa voix est faible maintenant, sa toux plus profonde. Il sait qu'il n'aura pas l'occasion de faire une autre peinture. Il conduit Elara à une nouvelle galerie, une galerie qu'il n'avait pas encore touchée. Les murs sont blancs et purs, attendant une nouvelle histoire. J'ai partagé les histoires de nos ancêtres, murmure Cor, sa voix faisant un écho dans la salle silencieuse. Maintenant, tu dois peindre l'histoire de notre temps. Tu dois peindre pour que les esprits sachent que nous nous souvenons d'eux et pour que nos enfants n'oublient jamais. Il lui donne un sac de pigments et d'une lampe à graisse. Puis, il s'assied contre le mur, fermant les yeux. Il ne la guidera pas. C'est son épreuve. Et Lara est seule face au mur blanc. Une vague de peur et de doute la submerge. Comment pourrait-elle, elle et Lara, peindre quelque chose d'aussi puissant que les grands taureaux ou les lions féroces? Ses mains, si habiles pour chasser ou préparer les peaux,
tremble. Elle ferme les yeux, se souvenant de sa première leçon. Ne regarde pas le mur, regarde à travers le mur. Elle prend sa lampe et commence à explorer la surface de la roche. Elle passe sa main libre sur la pierre froide, sentant chaque bosse, chaque fissure, chaque courbe. Elle cherche un esprit. Pendant un long moment, il n'y a rien, juste de la pierre froide. Elle est sur le point de désespérer. Puis, elle la sent. Une longue courbe gracieuse dans la paroi. Un renflement qui semble si familier. Ce n'est pas un bison. Ce n'est pas un mammouth. C'est la ligne du dos d'un cheval sauvage. L'animal qu'elle admire le plus pour sa vitesse et sa liberté. L'esprit du cheval est là, endormi dans la pierre. Son cœur se calme. Le doute disparaît, remplacé par une concentration intense. Elle n'est plus Elara, la jeune chasseuse. Elle est une artiste. Le monde extérieur, son clan, Cor lui-même, tout disparaît. Il n'y a plus que elle, la pierre et la flamme. Elle commence. Elle prend un morceau de charbon de bois. Sa main, qui tremblait il y a un instant, est maintenant d'une assurance incroyable. D'un seul trait long et fluide, elle trace la ligne du dos, de l'encolure et de la tête, en utilisant la courbe naturelle de la roche. Elle dessine l'œil, laissant un petit point de pierre blanche pour le reflet, lui donnant vie. Elle travaille vite, instinctivement. Elle utilise le charbon de bois pour l'écrin de la crinière, sombre et épais. Puis, elle utilise ses doigts, estompant le charbon de bois sur le flanc pour créer l'ombre du muscle, donnant à l'animal un poids et un volume. Elle recule, l'esquisse est puissante, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque la chaleur de la vie. Elle prend la poudre d'ocre jaune qu'elle a elle-même préparée. Elle en met une petite quantité dans sa bouche et la mélange avec sa salive. C'est une technique qu'elle a vu Cor utiliser de nombreuses fois. Elle s'approche du mur. Elle prend une profonde inspiration et souffle. Cracher. Un fin nuage de pigments jaunes recouvre le corps du cheval, donnant à son pelage une couleur chaude et dorée. Elle souffle encore et encore, créant des couches, rendant la couleur plus intense sur le dos et plus claire sur le ventre. C'est la technique de l'aérographe, 30 000 ans avant son invention. Finalement, elle utilise la bosse naturelle de la roche, celle qu'elle avait sentie au début. Elle l'accentue avec de l'ombre, la transformant en un ventre plein et rond. Le cheval n'est pas seulement un dessin, il est en 3 dimensions. Elle recule d'un dernier pas, son cœur battant à tout rompre. Elle prend sa lampe à graisse et la déplace lentement d'avant en arrière. Et là, dans la lumière vacillante, le miracle se produit. Les muscles du cheval semblent bouger. Sa crinière semble flotter dans un vent invisible. Le cheval, il respira, il vit. Elle a réussi. Elle n'a pas seulement imité un cheval, elle a capturé son esprit. Elle entend un faible bruit derrière elle. Cor a ouvert les yeux. Il la regarde, puis il regarde la peinture sur le mur. Un long silence s'installe. Puis, un faible sourire se dessine sur son vieux visage. Il ne dit rien. Il n'en a pas besoin. Il fait simplement un lent signe de tête. Le flambeau a été transmis. L'héritage est en sécurité. Elara n'est plus une apprentie. Elle est devenue une maîtresse artiste. Elara avait réussi son épreuve. À la lueur vacillante de sa lampe, elle avait fait naître l'esprit du cheval sur la pierre. Le vieux chaman, Cor, avait hoché la tête. Le flambeau était passé. Elle n'était plus une apprentie. Elle était devenue une maîtresse artiste, une gardienne des histoires et des esprits. Mais ce passage de flambeau n'était pas seulement l'histoire d'Elara. C'était la naissance de quelque chose d'encore plus grand, la tradition humaine. Quand les scientifiques étudiant les grottes, ils ne voient naissent pas seulement des peintures. Ils voient le temps. Ils voient des conversations qui s'étendent sur des milliers d'années. L'art de l'âge de glace n'est pas l'œuvre d'un seul artiste, ni même d'une seule génération. C'est une tradition qui a été maintenue et transmise pendant une période presque inimaginable. À Lascaux, les datations montrent que la grotte a été utilisée et peinte pendant des centaines,
voire des milliers d'années. Dans d'autres grottes, les archéologues voient des peintures dessinées par-dessus d'autres peintures plus anciennes. C'est comme un livre sacré, où chaque génération est venue ajouter son propre chapitre, tout en respectant le texte qui se trouvait en dessous. Cela signifie que les connaissances de corps, comment fabriquer la peinture, comment trouver les passages secrets, quelles histoires raconter, quels murs étaient en sacré, n'étaient pas ses propres inventions. C'était un savoir immense, accumulé et affiné par une lignée de chamans et d'artistes qui remontait à la nuit des temps. Le choix d'Elara par Kore n'était pas seulement le choix d'un remplaçant, c'était l'acte de préserver la chose la plus précieuse que le clan possédait, bien plus précieuse que la viande ou les outils, leur culture. C'était la naissance de l'éducation. C'était le premier curriculum de l'humanité, enseigné non pas dans une école, mais dans le sanctuaire sombre et silencieux de la terre. Le voyage d'Elara dans la grotte était son examen final, mais son vrai travail, le travail de maintenir cette culture, était sur le point de commencer. Le printemps suivant le grand hiver, Kore est mort. Sa mort a été paisible. Le clan l'a pleuré, non pas avec la peur de l'inconnu, mais avec le respect dû à un grand esprit qui était rentré chez lui. Elara s'est tenue près de sa tombe, non plus comme l'apprentie effrayée, mais comme la nouvelle parleuse d'esprit. Le fardeau était maintenant sur ses épaules. C'était elle, maintenant, qui devait lire les signes, apaiser les esprits et guider le clan. Pendant plusieurs saisons, la vie a été bonne. Les chasses de Bror, le chef des chasseurs, ont été fructueuses, et le clan a prospéré. Elara accomplissait les rituels simples, les remerciements aux esprits pour leur générosité. Mais l'âge de glace était un monde cruel et imprévisible, et l'épreuve d'Elara n'était pas terminée. Un hiver, le monde a changé. Le froid est arrivé plus tôt, plus dur que jamais. La neige est tombée, épaisse, et elle n'a pas fondu. Les grands troupeaux de rennes, dont dépendait la survie du clan, n'ont pas suivi leur route de migration habituelle. Ils ont disparu. La faim est revenue dans le camp. Une faim froide, silencieuse, qui rappelait les histoires les plus sombres des ancêtres. Bror et ses chasseurs partaient chaque jour dans le blizzard hurlant, pour revenir chaque soir, épuisés, les mains vides et le cœur lourd. La peur a commencé à s'installer. Les enfants pleuraient. Les anciens regardaient d'eau le feu avec des yeux vides. Un soir, Bror, l'homme de l'action, l'homme du monde réel, est venu voir Elara. Il s'est assis devant elle, sa grande silhouette habituellement si confiante, maintenant courbée par le doute. « Elara, dit-il, sa voix basse et rauque, il n'y a rien, les plaines sont vides, les esprits des animaux nous ont abandonnés. » Il la regarda, ses yeux cherchant désespérément quelque chose. « Mes hommes ont peur. Leurs lances sont lourdes, leur volonté est brisée. Nous avons besoin de plus que de la viande. Nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin que tu parles aux esprits. Nous avons besoin de savoir qu'ils ne nous ont pas oubliés. » Elara sentit le poids de tout le clan sur elle. C'était son moment. Le moment que Kore avait prévu. C'était une chose d'apprendre les rituels. C'en était une autre d'y croire quand le monde s'effondrait. Elle avait peur. Elle doutait. N'était-elle qu'une jeune femme qui dessinait des images dans le noir? Ou était-elle vraiment une parleuse d'esprit? Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle a préparé ses pigments, sa lampe, ses outils. Avant l'aube, elle a quitté le camp endormi. Seule, pour la première fois de sa vie, elle est entrée dans la grotte sacrée complètement seule. Le voyage était différent cette fois. Chaque pas résonnait dans le silence absolu. L'obscurité semblait plus épaisse, les ombres plus profondes. Chaque goutte d'eau qui tombait était comme un battement de cœur. Elle n'avait pas Kore pour la guider. Elle n'avait que sa lampe et les histoires qu'il lui avait racontées. Elle a rampé à travers le passage étroit, le canal de naissance, son cœur battant la chamade. Elle a combattu la panique, le sentiment d'être écrasée par la montagne. Elle est arrivée dans la grande galerie. Elle a levé sa lampe. Les grands chevaux, les taureaux,
les bisons étaient les îles. Ils l'attendaient, leurs yeux silencieux la regardant depuis les murs. Elle a marché jusqu'à son propre cheval, celui qu'elle avait peint il y a si longtemps. Il était toujours là, vivant, puissant, un écho de sa propre force. Elle a posé sa main sur la pierre froide à côté de lui. Elle a senti la présence de corps et des dizaines d'artistes avant lui. Elle n'était pas seule. Elle était la dernière d'une longue lignée. Sa peur s'est dissipée, remplacée par une détermination calme. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le clan n'avait pas besoin de n'importe quel animal. Ils avaient besoin du renne. Elle a cherché un nouveau mur, un mur que Cor lui avait montré une fois, en lui disant qu'il était réservé à un temps de grands besoins. Elle a trouvé l'endroit. Elle a préparé ses peintures. Elle n'a pas hésité. Sa main était sûre. Elle a commencé à peindre. Elle n'a pas peint un seul renne. Elle a peint un troupeau immense, puissant, en mouvement. Elle a utilisé le charbon de bois pour dessiner les silhouettes fluides, les bois magnifiques. Elle a utilisé l'ocre rouge pour marquer leur cœur, leur force vitale. Elle a utilisé la technique de la pulvérisation, soufflant la peinture pour créer une impression de fourrure épaisse et de mouvements rapides. Elle a travaillé pendant des heures, ou peut-être des jours. Le temps n'existait plus. Elle était dans la transe de la création. Elle n'était plus Elara. Elle était le canal par lequel les esprits des reines venaient au monde. Quand elle a eu terminé, elle a reculé. Le mur était vivant. C'était une promesse. C'était une prophétie. Le troupeau était là. Elle est sortie de la grotte, aveuglée par la lumière grise du jour d'hiver. Elle était épuisée, couverte de peinture et de boue. Mais elle était transformée. Elle n'était plus l'apprentie. Elle était le chaman. Elle est retournée au camp. Le clan l'a vue arriver, une silhouette étrange et puissante émergeant de la neige. Ils se sont rassemblés autour d'elle en silence. « J'ai vu, » dit-elle, sa voix claire et forte. « J'ai parlé aux esprits. Le grand reine n'est pas parti. Il est en route. Il vient à nous. » Elle n'a pas dit « j'espère ». Elle n'a pas dit « peut-être ». Elle l'a dit comme un fait. Elle l'avait vu. Elle l'avait peint. C'était donc la vérité. Un murmure a parcouru le clan. La peur dans leurs yeux a été remplacée par une nouvelle étincelle. L'espoir. Bror s'est approché d'elle et a regardé dans ses yeux, fatigué, mais brillant. Il a hoché la tête. Il y croyait. Il s'est tourné vers ses chasseurs. « Préparez vos lances !» a-t-il crié, sa voix retrouvant sa force. Elara a parlé. Le grand reine arrive. L'énergie du camp a changé. La croyance partagée, le rituel, l'art. Ce n'était pas seulement de la superstition, c'était l'outil psychologique le plus puissant qu'ils possédaient. C'était la colle qui maintenait leur société unie et leur donnait la volonté de survivre à l'impossible. Elara, la gardienne de cette croyance, venait de sauver son peuple, non pas avec de la viande, mais avec de l'espoir. Elara avait sauvé son clan, non pas avec de la viande, mais avec de l'espoir. Son art n'était pas seulement une image, c'était une croyance partagée. Cette explosion de l'imagination, que nous voyons dans les grottes de Lascaux et de Chauvet, n'était pas un simple passe-temps après une chasse réussie. C'était un outil de survie fondamental. C'était la preuve que l'esprit humain moderne était enfin né. Cet art est la première preuve incontestable que nous possédons d'un esprit capable de pensée abstraite. La capacité de voir un cheval, non pas comme de la nourriture ou un danger, mais comme un symbole de force, de liberté ou d'esprit. C'est cette capacité à penser symboliquement qui est le fondement de tout ce qui nous rend humains. C'est la racine du langage lui-même, la racine des mythes, de la religion et de la science. C'est cet esprit nouveau, capable de créer des mondes intérieurs et de les partager, qui a donné à Homo sapiens l'avantage décisif. Cela nous a permis de former des groupes sociaux plus grands et plus complexes, unis non seulement par le sang, mais par une culture, une histoire et une croyance partagée. C'est peut-être la véritable raison pour laquelle nous avons survécu et prospéré, tandis que d'autres humains,
comme les Néandertaliens, qui avaient des cerveaux plus gros, mais qui ont laissé beaucoup moins de traces de cet art symbolique, ont finalement disparu. Le langage et l'art étaient notre super pouvoir. L'histoire d'Elara ne s'est pas terminée avec elle. Des années ont passé. Le monde s'est réchauffé. Elara est maintenant une vieille femme, la parleuse d'esprit, respectée, la gardienne de la mémoire de son clan. Nous la voyons dans la même grotte sacrée, mais elle n'est pas seule. À côté d'elle se tient une jeune fille, peut-être sa petite fille, qui la regarde avec les mêmes yeux grands ouverts et curieux qu'Elara avait autrefois. Elara lui tend une lampe à graisse. Elle lui montre comment broyer l'ocre rouge. Elle la guide vers le mur, où, des décennies plus tôt, elle a peint son premier cheval. La peinture est toujours là, aussi vivante qu'au premier jour. Elara commence à raconter l'histoire, non seulement du cheval, mais de l'hiver terrible, et du troupeau de rennes qui a sauvé leur peuple. Elle transmet le savoir. Le flambeau est à nouveau passé. Cet acte, cette transmission de connaissances d'un maître à un apprenti, d'une génération à l'autre, est la naissance de la culture humaine. L'art, l'histoire et la croyance sont devenus un héritage peut-être plus puissant que l'ADN lui-même. L'esprit qui a guidé la main d'Elara dans cette grotte sombre il y a 30 000 ans est le même esprit qui a guidé la main de Léonard de Vinci. C'est le même esprit qui a écrit les pièces de Molière et qui a envoyé des humains sur la Lune. La grotte n'était pas seulement un sanctuaire, c'était un berceau, le berceau de l'imagination humaine. L'art de l'âge de glace n'est pas seulement une collection de belles images, c'est la preuve que notre plus grand outil de survie, l'outil qui nous a permis de conquérir la planète, n'était pas notre lance, ni même notre feu. C'était notre capacité à créer des mondes dans notre esprit, à leur donner un sens et à partager ces mondes les uns avec les autres. C'est le don qui a fait de nous ce que nous sommes.